Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce club francophone, nouvelle émission consacrée aux livres et à la francophonie. Nous entamons ensemble une nouvelle aventure avec de la culture, des découvertes, des voyages et beaucoup d'entretiens en reportage avec de grands auteurs. Au sommaire chaque semaine, un grand entretien en extérieur dans le sud, à Paris ou ailleurs. Aujourd'hui, la chanteuse et autrice Victor Laszlo nous emmènera dans certains lieux de Monaco qu'elle cite dans son roman. J'étais donc dans la voiture qui me ramenait à l'aéroport de Nice quand le concierge m'a couru après pour me dire que la principauté voulait me parler. Le type, oui. Et en fait, j'ai pris le téléphone, c'est un téléphone comme ça. Hein. Ouais. Oui, à l'époque, il n'y avait pas les petits téléphones portables. Voilà. Et c'était le prince Albert de Monaco qui me disait « Ah, vous partez déjà, ah, quel dommage, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup parler, etc. » Et je lui ai répondu « Bah, venez à Paris. Venez à Paris. » J'ai donné mon numéro de téléphone. Et il est venu à Paris. Oui. Nous vous proposerons aussi un club de lecture avec des passionnés de livres, dont un jeune lecteur lycéen, un focus sur l'actualité littéraire francophone et des pépites de libraires. Un libraire aura ainsi 3 minutes pour nous convaincre de lire 2 pépites, tout genre de livres confondus, dénichés bien sûr dans leur librairie. On ouvre cette première émission avec justement le club de lecture. Et on rejoint en duplex un grand écrivain. Bonjour Philippe Claudel. Bonjour Emmanuel. Bienvenue dans ce club francophone. Vous êtes en duplex de la Lorraine, votre région chérie, pouvons-nous dire. En France, vous êtes président de l'Académie Goncourt, membre du jury du prix Prince-Pierre de Monaco. Et le prix Prince-Pierre, justement, a dévoilé sa sélection pour le prix littéraire. Il y a 4 noms qui se détachent déjà, Philippe. Voilà, 3 femmes et un homme, Natacha Apana, Marie-Hélène Lafont, Marie Nimier et Louis-Philippe d'Alembert. Les 4 mériteraient évidemment le prix parce que ce sont des écrivaines et écrivains confirmés qui ont une œuvre conséquente, mais qui sont aussi, j'allais dire, au milieu de leur création. On attend et on espère encore beaucoup. Donc j'allais vous dire, Emmanuel, que quelle que soit la lauréate ou le lauréat, je serai heureux parce que c'est vrai que ce sont des personnes et surtout des écrivaines et des écrivains qui font des livres, des œuvres qui m'intéressent vraiment. Alors c'est vrai que ce sont 4 auteurs que je connais bien, qui sont formidables. Comment se passe votre sélection ? Comment vous faites ces choix ? Parce que c'est vraiment pour l'ensemble de leur œuvre à chaque fois. Oui, absolument. Nous nous réunissons en mai sous l'égide de la princesse de Hanovre, son Altesse royale, à Paris. Nous sommes des membres de l'Académie française et de l'Académie Goncourt et nous réfléchissons à une liste de noms d'écrivaines et d'écrivains francophones dont l'œuvre mériterait d'être couronnée par ce prix prestigieux qui existe quand même depuis très longtemps maintenant. Ouais. Et généralement, enfin moi ça fait une dizaine d'années que je fais partie de ce très beau prix, ça se passe le plus merveilleusement du monde. Vous avez un préféré vous déjà ou vous ne pouvez pas le dire évidemment? Je ne le dirai pas mon cher Emmanuel. Ah oui, évidemment. Bien sûr, je vais essayer de défendre l'un de ces 4 noms avec vigueur. Bon, on va terminer avec votre dernier ouvrage, Philippe Claudel, Wanted. Vous mettez en scène Trump, Musk et Poutine dans toutes les dérives possibles, évidemment, avec ces 3 hommes. C'est un vrai western, ce que vous écrivez et ce qui se joue en ce moment. Comment expliquez-vous que cette folie politique puisse encore exister dans nos sociétés ? Parce qu'on se dit, pourquoi on a élu ces hommes-là et comment on les laisse faire ce qu'ils font ? Quel est votre point de vue ? Quel est votre avis ? Je pense qu'on a le personnel politique qu'on mérite et qu'on désire et qui est représentatif de notre époque. Ce ne sont pas des monstres qui viennent d'une autre planète. Ce sont nous-mêmes qui les plaçons à la tête des États dans lesquels nous vivons. Alors, plus ou moins démocratiquement, évidemment. Quand on parle de quelqu'un comme Poutine, on sait très bien qu'il n'est pas à la tête d'une démocratie et que les élections sont largement sous contrôle. Mais un pays qu'on a cité souvent comme la plus grande des démocraties, les États-Unis d'Amérique, a quand même placé pour la 2e fois Trump au pouvoir, et très largement, et c'est ça qui est très très étonnant. Et déjà, sous le premier mandat, c'est quelqu'un qui mettait en action ce qu'il avait promis.
ce qui n'est pas toujours le cas avec le personnel politique. Mais là, il va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a des prises de décision qui paraissent déraisonnables, il y a des revirements aussi spectaculaires, hein. Il est capable de dire tout et son contraire, de se renier, de se dénier. Enfin, c'est assez stupéfiant. C'est intéressant à observer comme écrivain. C'est plus inquiétant à observer comme citoyen du monde. Mais c'est pour ça aussi que j'avais envie de faire cette petite fiction qui est une farce, redonner à toutes et à tous le pouvoir du rire, le pouvoir de nous moquer de ces fous qui nous gouvernent. Merci beaucoup, Philippe Claudel. Merci pour votre fidélité. Et longue vie à votre émission, Emmanuel. C'est gentil, parce que vous êtes un fidèle, indéfectible de mes émissions à la radio ou à la télévision. Merci, Philippe. Bon travail à vous. Merci à vous. Merci. Avant de partir dans 2 quartiers de Monaco à Victor Laszlo, place aux pépites des libraires. Une séquence qui met en valeur un libraire francophone et qui a 3 minutes pour nous convaincre de lire 2 de ces pépites dénichées dans sa librairie. Elle est québécoise, elle est libraire à Montréal, dans la librairie Mediapol, dans le quartier de Rosemont, Petite Patrie. Et je suis très heureux de la retrouver car il y a une grande histoire de fidélité, de solidarité professionnelle entre nous. Bonjour Josiane Letourneau. Bonjour Emmanuel Kérad. Comment ça va Josiane? Ça va, écoutez, je suis aux oiseaux. Voilà. Aux oiseaux. Alors, votre librairie se trouve dans un quartier populaire, un ancien quartier populaire. Quelle est sa particularité? Vous pouvez nous rappeler ça? C'est un quartier très familial, en fait. C'est sûr que Rosemont Petite Patrie a des origines assez ouvrières. On est aux abords d'un autre quartier ouvrier comme Centre-Sud. Alors, mais maintenant, il y a un mélange, hein. On a beaucoup de familles. Il y a une grande immigration française dans notre quartier, en fait, je dois dire. Et la Mais, librairie voilà. La librairie est généraliste, en fait, c'est ça? C'est une librairie qui a une spécialité religieuse. Je dirais qu'il y a un tiers du fond de la librairie qui est religieux. Ah oui? Oui, absolument, comme l'était Pauline. Mais le 2 tiers de la librairie est généraliste avec une très grosse section de littérature jeunesse aussi. On commence notre petit jeu de la séduction. Vous avez 2-3 minutes pour nous convaincre, pour me convaincre de lire 2 livres de votre choix, 2 pépites que vous avez bien sûr en librairie. Josiane, on commence par quoi? On commence, en fait, je pense que vous aimez voyager, Emmanuel. Oui, on va commencer avec Sur les routes, un étrange voyage de Chicago à Alamogordo, qui est en fait un ouvrage de Catherine Mavrikakis aux éditions Héliotrope. C'est un voyage aux États-Unis qui se passe en été 2024. Et la professeure en elle va d'abord nous amener sur la piste de la littérature américaine pour ensuite nous faire voyager aux États-Unis d'est en ouest, de nord au sud. On est à quelques mois de l'élection de Trump à ce moment-là, et elle va tellement bien nous permettre de saisir l'impact de ce temps-là sur les Américains. Et aussi, en fait, elle va plonger dans ces espèces de mythes-là, des grands espaces, des routes des États-Unis. Alors, c'est un livre qui est à la fois une exploration de la littérature, une exploration des origines familiales et aussi quelque chose qui est d'extrême actualité en ce moment. Oui, exactement. Et alors là, pas de mal pour me convaincre personnellement, puisque j'ai lu ce livre, il est absolument génial. Trop facile, Josiane. Deuxième pépite, allez-y, on va voir si vous êtes convaincante. Mais là, je suis pas trop inquiète de celui-là non plus. Alors, Les Canaux de Satan, c'est en fait le duo Alexandre Fontaine-Rousseau et Xavier Cadieux qui nous avait donné La Pitoune et la Poutine aux éditions Pau Pau, que vous connaissez bien. Alors, notre duo d'auteurs, tout à coup, se fait déranger dans son bureau par Satan lui-même qui lui dit, écoutez, la première fois, dans votre dernier ouvrage, vous avez parlé de la culture québécoise et des contes folkloriques, mais je suis absolument pas présente dans cette BD-là. Alors, je vous intime en une semaine de faire une BD en mon honneur. Alors, évidemment, en honneur de Satan? Ramener... Oui, c'est Satan, en fait, qui entre dans leur bureau et qui leur dit écoutez, j'ai bien aimé votre dernière BD, là, mais vous parlez pas de moi là-dedans, alors ça marche pas du tout. Le conte folklorique sans Satan, ça marche pas. Alors évidemment, ils vont reprendre l'idée du conte de Honoré Beaugrand, La Chasse-Galerie, et ils vont faire exploser ça. C'est une bande dessinée qui est absolument irrésistible, très, très drôle. Satan, ça, tout vous êtes pas sûr? Non, je suis pas convaincu par Satan, non, pas vraiment. Mais je jetterai un œil. Parce... Allez, je jetterai un œil, promis. Merci Josiane Letourneau. Nous laisserons bien sûr sur les réseaux sociaux les références de vos choix. Je vous rappelle que vous êtes libraire à Montréal dans la librairie Mediapol. À bientôt Josiane, c'était un grand plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. À bientôt, plaisir partagé. Au revoir. Au revoir. Voici le grand entretien reportage de la semaine. À présent, on part dans les rues de Monaco aujourd'hui avec Victor Laszlo.
Voilà, on est à Mare Terra, ici à Monaco. Bonjour Victor Laszlo. Bonjour Emmanuel Je Kéraz. suis ravi de vous retrouver ici, dans ce lieu incroyable, tout neuf, parce que Mare Terra a été construit il y a peu de temps. Et on a la mer face à nous, on a plein d'éléments qui surgissent en vous forcément, puisque les origines de la Martinique font que dès qu'on est au bord de la mer, on se sent bien, non? Absolument. Oui. Vous ne pourriez pas dire mieux. C'est vraiment, j'ai besoin viscéralement d'eau et de mer. Alors, on est ici pour ce club francophone à l'occasion de la sortie de votre livre, Mon cœur bruyant, paru chez Grasset. Il est question d'amour, de votre vie d'artiste, de votre intimité aussi. Il y a un souvenir à Monaco, on y reviendra tout à l'heure parce qu'on ira dans un endroit qui évoque beaucoup de choses pour vous. Et puis, il y a beaucoup de voyages aussi dans votre récit. On va se balader d'ailleurs ici en principauté de Monaco. Beaucoup de voyages. Quel est le lieu dans le monde qui vous a le plus marqué, le plus impressionné? Ben, c'est forcément un lieu près de la mer. Et c'est la Martinique. Eh oui, forcément. Vous allez me dire le rocher du Mais diamant. voilà, Ouais, au c'était risque sûr. de me répéter, parce que je serine cette réponse depuis toujours, mais c'est vrai que je n'ai pas trouvé d'autre lieu qui me communique une telle énergie, une telle joie, une telle mélancolie aussi. Enfin, c'est vraiment le lieu de toutes les émergences. Alors, vous racontez tout dans ce livre, ou presque, Victor Laszlo. Pas tout, mais quand même beaucoup de choses. Il y a évidemment vos succès. Vous vous souvenez forcément de Canoë Rose ou de Pleurer les rivières. Grand succès classé dans ce que l'on appelait à l'époque le top 50. Et vous avez toujours cherché à être aimé. Ça, c'est le fondement de votre vie. L'amour qui est au centre, comme ça, de toute votre existence, avec évidemment toutes les désillusions. Ah ben ça s'accompagne forcément de désillusions. Mais qui ne rêve pas d'être aimé, d'en faire le centre de son vie quand même. Donc oui, j'ai espéré trouver ça. Et donc j'ai beaucoup essayé. Vous avez beaucoup échoué. J'ai beaucoup échoué, oui. Sans vouloir, hein? C'est vrai. Oui, mais enfin, je ne considère pas ça comme des échecs. Franchement, c'était Des expériences. Ce sont des expériences. Ça m'a construit. Toutes ces expériences m'ont construite. Oui. Et franchement, s'il y a échec, je dirais que ce sont ceux de l'autre. Ah, c'est l'autre qui est en échec pour vous. Ah bah oui, C'est lui qui est dans l'échec, puisqu'il n'a pas réussi à rester avec moi ou à faire en sorte que je désire rester avec lui. Et vous dites une phrase incroyable, Victor Laszlo. À un moment, vous dites « Je suis à 60 ans, toujours la petite fille qui veut être aimée, qui acceptera n'importe quoi pour que le cœur de l'homme qu'elle a choisi s'accroche au sien. » C'est une façon de dire que l'amour reste malgré tout, malgré toutes les expériences, toutes les désillusions, tous les écueils, l'amour reste malgré tout au centre de ma vie. Bon, on va entrer dans un endroit incroyable, Victor. Ouais. Un lieu de confidence, un lieu de méditation. J'ai tombe 2, bien. 3 questions confidences à vous poser. D'accord. Je vais oser ça dans un endroit qui est juste à côté. Avec plaisir. Voilà, on appelle cela un espace de méditation. Ici à Monaco, Mare Terra, on a du quartz partout, avec du rose, du vert. Ça, c'est incroyable. C'est somptueux. C'est somptueux. On dirait dans votre livre que, dans ce récit-là, vous avez mis à distance tous les hommes de votre vie. Je pense à 2 personnalités, Bernard Giraudot et Bernard Lavilliers. On dirait qu'ils vous quittent, et vous le dites à un moment, car ils ne vous sentent pas assez proches d'eux, en tout cas pas assez prêtes. Lavilliers va vous dire une phrase terrible, tu ne seras jamais à la hauteur. Oui, Vous les avez écartés, malgré vous? Non, pas du tout. Non. Alors, les deux histoires sont vraiment incomparables. Ouais. Non, Bernard Lavilliers, c'était une période très riche en événements, en concerts. C'est la gloire pour lui à cette époque-là. Oui, pour vous aussi. oui. Et on était tous les deux un peu au sommet de nos histoires professionnelles. Et non, je pense qu'il avait envie de... Il me disait qu'il avait envie de me greffer Ouais. son vécu dans mon cerveau. Et ça, ce n'était pas possible. Donc, l'excuse qu'il a trouvée, c'est de dire que je ne serais pas à la hauteur. Mais c'était une excuse parce que franchement, je pense que l'histoire était terminée, qu'il a dû la sentir et partir. Oui, mais ça se avant que ce reproduit soit moi plusieurs qui fois, Victor. Alors c'est vrai que vous avez raison.
Vous avez Je raison. suis désolé, mais on a l'impression que vous les mettez à distance quand même. C'est vrai qu'à cette époque-là, je ne dis pas que je suis restée la même, bien loin de là, mais à cette époque-là, j'avais du mal à imaginer vivre au-delà de la passion. Et puis je me suis dit, ce qui m'est arrivé est sans doute très très loin de ce que le public a pu imaginer être mon existence. On m'a toujours prise pour une femme fatale, pour une espèce de beauté qui traversait l'existence comme ça, sur un tapis de fleurs, de roses, avec des amours. Sur un canoë. Oui, le mien, il a coulé plusieurs fois. Mais ça m'a été très utile. Moi, j'ai toujours utilisé tout ce que j'ai vécu comme matière romanesque, comme matière de construction personnelle, pour déterminer les choix que je ferai plus tard. Et c'est tant mieux, puisque j'ai fait les bons choix. Victor, vous allez faire des études en histoire de l'art à Bruxelles, justement. On va aller dans un musée sublime. La Villa Sauber avec ce magnifique drapeau monégasque. Et on est accueilli Bienvenue. Merci. par Élodie Biancheri. Bonjour Élodie. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir au nouveau Musée national de Monaco Merci et à la vous. Villa Sauber plus précisément. Le peintre Robert Sauber en a été longtemps propriétaire, c'est pour ça qu'elle porte son nom. Ouais. Et elle est musée national depuis les années 70. Donc nous avons la chance d'avoir ce joli lieu pour être un bel écrin pour nos expositions. Et le thème est incroyable cette année, c'est jusqu'à janvier, jusqu'au mois de janvier. Ouais. Vous avez choisi le thème des cactus. Il est vrai que ici, ce double regard botanique et artistique montre à quel point le cactus est une source d'intérêt très forte et une source d'inspiration pour les artistes. On aurait pu faire 10 fois plus grand, Ah oui. à tel point qu'on a dû se limiter, mais je crois que le résultat est réussi. Et dès le jardin, vous avez été accueillis, vous l'avez vu, par Ouais. cette œuvre de Gada Amer. Faut pas tomber dedans, hein. Non, il vaut mieux pas. Bon, on va aller voir l'exposition Hâte de voir, oui. rapidement, parce qu'après on a un autre rendez-vous, Victor. Oui. Et on va parler de votre vie artistique, parce que tout a commencé avec la peinture pour vous, en tout cas à l'école des Absolument. Beaux-Arts. Allons-y. Allons-y. Vous nous emmenez, Élodie? Bien sûr. Allons-y. Je passe par là, tiens. On est arrivé dans cette exposition, Victor Laszlo. Élodie, il y a une vidéo incroyable parce qu'on a un punching ball avec des cactus et j'ai mal au poing pour le personnage qui est en train de taper. Et il y a d'autres œuvres emblématiques, dont celle-ci qui est une collection permanente et puis ce tableau qui est derrière nous. C'est ça. Donc, dans l'exposition qu'on a vue en arrivant, il y a plus de 200 œuvres. Et parmi ces 200 œuvres, il y a 2 œuvres qui nous semblaient importantes d'avoir. La première, celle de Shimabuku, qui est un artiste japonais, qui a initié une œuvre magnifique autour de la résilience à Fukushima au Japon. Il est allé redresser des débris sur la plage et donc remettre droit ce qui avait été balayé. Il l'a reproduit à plusieurs endroits. Et lorsqu'on a fait cette monographie à Monaco en 2021, on lui a demandé de réfléchir à une autre forme de cette œuvre. Et donc, il nous a demandé d'aller chercher des débris sur une villa qui devait être détruite, la villa Ida, que beaucoup de gens connaissent ici. Donc, on est allé chercher sur le chantier et puis redresser ces morceaux qui sont devenus donc verticaux. Et évidemment, les cactus ont leur place ici. Voilà pour ce club francophone avec Victor Laszlo ici au nouveau musée national de Monaco. Et puis ce livre, Mon cœur bruyant, Victor, dans ce livre vous dites avoir été une petite fille très sage quand vous étiez enfant, mais vous aviez une certitude, c'était la danse, la musique et l'écriture. Vous saviez déjà en fait. Je savais que je serais écrivaine. C'est la première certitude que j'ai eue, puisque c'est... Et la peinture aussi, parce que vous commencez à oui, peindre. j'ai commencé à dessiner. peindre très tôt aussi, mais l'écriture était vraiment le médium dans lequel je m'exprimais totalement et qui était de l'ordre de ma plus grande intimité. Et alors un jour, vous avez 11 ans, vous êtes à l'école, et il y a un spectacle de fin d'année, comme on connaît tous. Vous allez sur scène, et à la fin de cette représentation, le lendemain, vous êtes repéré par quelqu'un à Bruxelles qui monte une grande comédie musicale, très connue, célèbre dans le monde entier, et il dit à votre mère,
Je la veux pour le premier rôle. Le lendemain, ce producteur hollandais qui montait la comédie musicale à Amsterdam vient voir ma mère. C'était le magicien d'Oz. Eh oui. Votre fille est le rôle principal et il faut qu'elle vienne à Amsterdam. Ma mère lui a claqué la porte au nez. Et c'est vrai que je me souviens... Elle lui a dit un truc incroyable. Elle a dit « Revenez quand elle aura son bac Oui. » Ça avec un accent 6 ans. anglais. Hein. Revenez quand elle aura son bac. Oui. À lauréat. Et je me souviens physiquement de la sensation que j'ai eue de quelque chose qui m'avait échappé. Là, j'ai senti pour la première fois qu'il y avait un appel. Là. La scène, finalement, c'était quelque chose qui était pour moi aussi. Ouais. Alors, ça va revenir. Oui. On va en parler dans un autre endroit emblématique. On va se retrouver du côté de la place du Casino, si vous voyez à peu près, avec un très grand hôtel, de très grands souvenirs pour vous, Victor, et une très grande personnalité locale, dirons-nous, avec qui vous avez aussi quelques souvenirs. On y va ? Avec plaisir. Allons-y. Merci beaucoup, Merci Élodie. pour ce plaisir. Merci. Nous sommes arrivés sur la célèbre place du Casino où il y a de nombreux touristes, Victor Laszlo, de très belles voitures. Les touristes photographient les voitures. Si vous emmenez un ado ici, je vous préviens, vous y passez la journée. Vous êtes venu souvent à Monaco, hein, vous ? Oui, très souvent. Et j'ai surtout d'ailleurs logé dans ce magnifique hôtel, une très jolie suite. Un joli souvenir de plus à Monaco. Alors, pas mal de souvenirs, on va en parler ensemble, c'est dans le livre. Et on va aller pour ça dans un très beau café, celui de l'Hôtel de Paris, rien que ça. On y va ? Allez. Voilà, nous sommes dans cet hôtel de Paris, Victor Laszlo. Il y a dans ce livre un chapitre sur Monaco. Et vous racontez justement que vous êtes dans cet hôtel de Paris et qu'à un moment, au moment de partir, un concierge vous rattrape et vous dit « Mademoiselle, mademoiselle, il y a un appel pour vous. » Oui. Racontez-nous cette histoire. J'avais été invitée au bal de la Rose, Oui. je crois. Et j'étais donc dans la voiture qui me ramenait à l'aéroport de Nice quand le concierge m'a couru après pour me dire que la principauté voulait me parler. Le type, oui. Et en fait, j'ai pris le téléphone, c'est un téléphone comme ça. Hein. Ouais. Oui, à l'époque, il n'y avait pas les Pas petits des- téléphones portables. Voilà. Et c'était le prince Albert de Monaco qui me disait « Vous partez déjà, ah, quel dommage, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup parler, etc. » Et je lui ai répondu « Venez à Paris. Venez à Paris. » J'ai donné mon numéro de téléphone. Et il est venu à Paris. Oui. Son Altesse le Prince Albert de Monaco est venu avec une dizaine de personnes. Il a assisté au spectacle et après le spectacle, il nous a tous invités au restaurant. C'était une preuve d'amitié exceptionnelle. Il a écrit un très joli mot dans le livre d'or, signé « Votre ami ». Et puis, il nous a invités dans ce restaurant italien. On a fait la fête, on a chanté. C'était très, très joyeux. On était au moins une trentaine dans ce restaurant. Bon, on va terminer toute cette balade avec une petite réjouissance. On appelle ça les barbageants. Vous connaissez, ce sont des petits chaussons. Ah ben voilà. Merci beaucoup. Voilà, les barbageants. Alors c'est une spécialité monégasque. Ce sont des petits chaussons, des petits feuilletés avec des blettes à l'intérieur. Je vous laisse C'est joli. découvrir. Merci Victor Laszlo. Merci Emmanuel. Merci aussi pour ce livre, Mon cœur bruyant, que je remontre aux caméras. Paru chez Grasset. Vous continuez aussi à donner des concerts un Oui. peu partout à travers l'Europe. Merci d'être venu d'ailleurs en Principauté de Monaco. Merci pour votre fidélité aussi à mes émissions francophones à la radio et aujourd'hui à la télévision. Je rappelle que vous pouvez d'ailleurs retrouver la séquence sonore, le son isolé pour un podcast radio en plus de ce format télé. Et merci d'avoir participé à ce club francophone télé. Merci Emmanuel. À bientôt Perrin. Victor. À bientôt. Merci beaucoup. Mon cœur bruyant de Victor Laszlo, paru aux éditions Grasset, qui saura séduire très certainement un très large public.
Chaque semaine, nous invitons un lycéen ou un jeune étudiant qui vous conseillera un livre de son choix, toute catégorie et tout genre confondu. Liberté totale. Aujourd'hui, nous accueillons Evan. Bonjour Evan. Bonjour. Tu es en classe de première au lycée François d'Assise Nicolas Barré à Monaco. C'est c'est l'année du bac de français pour toi. En effet. Donc tu vas en lire des livres, mais Oui. tu en as choisi un en particulier qui t'a particulièrement plu, qui en tout cas a animé quelque chose en toi. Lequel ? Donc je vous présente 1984 de George Orwell. Alors, pourquoi George Orwell ? Pourquoi 1984 ? Alors, en premier lieu, je voulais choisir pour sa fin. Je commence par la fin. Ah oui, il ne faut pas dire la fin, pas trop. Ah. Une fin plutôt originale par rapport à d'autres romans, livres et surtout dystopiques. Ouais. Donc il y a une fin qui il n'arrive pas à sortir du système et il se fait corrompre par tout ce mécanisme. Ouais. Et donc il suit, et donc une des phrases de fin que je raconterai après, Vas-y, dis-la, la phrase de fin. c'est il aimait Big Brother, le dirigeant suprême. C'est ça. Alors ça, c'est difficile parce qu'effectivement, dans ce livre de George Orwell, il imagine qu'en 1984, on se retrouve dans une société totalitaire. On n'a pas le droit d'aimer, on n'a pas le droit de penser, on n'a le droit de rien. Est-ce que tu retrouves certaines composantes de ce livre dans la société actuelle, toi ? Oui, en effet, déjà, par rapport un des éléments pour surveiller la population, les caméras, on commence à retrouver avec l'émergence de l'IA des caméras qui arrivent à détecter notre visage et même notre façon de parler. Donc ça fait une surveillance complète dans les villes, les rues, même chez nous. Ouais. Alors tu sais quand il a été publié pour la première fois, ce livre ? Oui, c'est en 1948. C'est ça, exactement. Publié, écrit en 1948. Et pourquoi ça s'appelle 1984 ? C'est pour faire le futur, je suppose. Pour faire le futur, sauf qu'il est parti de 1948 et il a inversé les deux derniers chiffres pour trouver une date dans le futur et c'est tombé sur 1984. Merci Evan pour ce conseil de lecture. Je te souhaite la meilleure année scolaire possible et tu as intérêt à avoir ton bac de français. Merci. T'es bon en français ou pas ? Ça va. Bon, ça va aller. Allez, bonne chance à toi. Merci beaucoup. Merci. Un dernier conseil de lecture avec ce récit à double voix. Simonetta Greggio et Olivier Weber sont les deux auteurs de ce livre qui raconte une enquête personnelle, parfois intime, sur le sanctuaire Pélagos. C'est écrit comme un journal, mais en alternance, il y a celui de Simonetta, puis celui d'Olivier, qui s'entremêlent au final. On y apprend beaucoup de choses sur les cétacés, c'est vraiment passionnant. Le musée océanographique de Monaco et la Fondation Prince Albert II ont largement contribué à cet ouvrage paru chez Actes Sud. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Cette émission vit aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et en podcast. Faites passer le message. Merci à toute la formidable équipe qui m'accompagne. Bon week-end et bonne semaine à vous tous. À la semaine prochaine.